Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, nous allons parler d'une sortie cinéma, ou plutôt d'une sortie qui n'est pas encore sortie, tout simplement parce que j'ai eu la chance de voir ce film en avant-première il y a 2 semaines pour les soirées de l'horreur au cinéma Gaumont. Par politesse, j'ai attendu un petit peu pour vous faire mon avis et nous parlons du film Abuela, un film d'horreur. Abuela, je l'attendais tout simplement parce que c'est le film par le même réalisateur qu'un film que j'adore, le film REC. Donc on en parle tout de suite, je vous laisse avec le générique. Alors, Abuela est un film de type horrifique qui dure 1h40, qui se passe dans notre temps contemporain, donc c'est pas quelque chose qui se passe ni dans le passé ni dans le futur, c'est quelque chose qui se passe actuellement. C'est un film espagnol, vous savez que les Espagnols sont très bons pour les films d'horreur, on parle des films rec, on parle des films l'orphelinat, etc. J'en ai déjà parlé quand je vous ai fait mon top film d'horreur, je trouve que les Espagnols sont très bons dans le domaine, je vous en ai parlé quand je vous ai parlé du film Reclus également. Le film d'horreur espagnol, il a vraiment quelque chose, donc c'est un film d'horreur espagnol qui se passe principalement à Madrid. Comme je vous l'ai dit également, on va retrouver un réalisateur que je respecte énormément puisque c'est le réalisateur qui est à l'origine des films REC. C'est Paco Plaza. Alors Paco Plaza, en 2007, il nous a fait découvrir le phénomène REC, qui est un des films d'horreur type fan footage, donc cassette trouvée, les plus impressionnants et les mieux réalisés et les plus intéressants, et c'est surtout un des films d'horreur qui a les meilleures suites. C'est très rare que les suites de films d'horreur soient bonnes. Ça va être le cas pour certains Conjuring de l'univers des Warren, parce qu'on sait que l'univers de Warren, dominé par James Wan dans l'horreur, c'est un univers assez étendu maintenant, c'est qu'il limite le MCU des Warren, si vous voulez ce que je veux dire. Ça va être le cas pour quelques films de la franchise Conjuring. Ça va aussi être le cas pour quelques suites des Paranormal Activity. Les 2 et les 3 sont pas si mauvais que ça. Depuis, on s'est un petit peu perdu. Et REC 2 en 2008, plutôt pas mauvais, c'est-à-dire qu'ils permettent d'avoir des points de vue différents ou d'aller plus loin dans la connaissance des événements. REC 1, c'est vraiment la découverte totale. C'est tourné comme un espèce de vague documentaire. Vous savez, ces trucs type Tellement Vrai avec des journalistes qui suivent une personne pendant une journée ou qui suivent la police ou qui suivent j'en sais rien, les pompiers pendant une journée. C'est ça, c'est le principe. On a un caméraman et une présentatrice qui vont suivre les pompiers, qui vont se retrouver dans cet immeuble encerclé. Enfin, l'idée est juste génialissime et j'ai trouvé que les suites étaient enrichissantes et apportaient quelque chose tout en gardant le même style. Plus récemment, en 2017, il nous a proposé le film Véronica, que j'ai également beaucoup apprécié, qui se traite cette fois-ci d'exorcisme et de possession, mais que j'ai trouvé très sympathique, plutôt original, les acteurs étaient bien castés, et surtout, il s'est inspiré de faits réels, puisqu'on parle d'une histoire qui a été archivée à la police espagnole, une histoire qui est aujourd'hui considérée comme l'une des histoires les plus portant à confusion. Il n'a jamais été prouvé que c'était une possession démoniaque, évidemment, sinon on le saurait tous, mais voilà, c'est une des histoires les plus mystérieuses des archives de la police espagnole. Et le film est franchement pas mal, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Et là, Paco Plaza revient avec un film Abuela qui va tourner autour du côté de l'aspect inquiétant qui peut avoir derrière la vieillesse, la perte des repères, qui peut y avoir derrière le fait de devenir dépendant, etc. Or, soyons complètement honnêtes, c'est quelque chose, c'est une thématique que je trouve tout à fait terrifiante. Je pense par exemple au film The Visit qui s'attaquait vraiment à ce sujet des vieilles personnes qui perdent un peu la tête, vous voyez. C'est pas du tout irrespectueux et je considère pas du tout ça comme irrespectueux. J'ai vu que certaines personnes avaient dit que c'était un film qui donnait une vision très mauvaise et très néfaste de la vieillesse, je ne trouve pas. Mais il faut reconnaître qu'il y a un côté inquiétant dans ces gens, ces aînés que l'on respecte et qui peuvent parfois, et bien du coup, du fait de la vieillesse et que leur corps n'est plus forme olympique qu'ils pouvaient avoir dans leur jeunesse, perdre un petit peu leurs repères. Il y a un aspect très inquiétant là-dedans puisque on parle de maladie, on parle aussi de tendresse envers ses aînés. Là, on va parler d'une grand-mère. Abuela, ça veut dire grand-mère en espagnol. Quand même, ce côté extrêmement qui met très mal à l'aise. Donc, je trouve que c'est une thématique qui est très bien choisie. Au niveau du casting, je vais me centrer sur le personnage, on va dire, le plus important du film pour moi, qui est le personnage de la grand-mère, et j'ai découvert l'histoire de l'actrice derrière cette femme et j'ai été extrêmement impressionnée. Vera Valdez, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle a 85 ans, elle a été mannequin dans sa jeunesse notamment pour Coco Chanel qu'elle connaissait très personnellement et elles avaient un espèce de petit private joke entre elles puisque la première fois qu'elle a rencontré Coco Chanel en tant que mannequin proposé pour sa marque, elle portait un manteau rouge assez cheap mais qui essayait de faire classe avec des boutons dorés etc. Et Coco Chanel lui avait dit mais ce manteau rouge est une horreur absolue mais ce n'est pas grave je vous prends quand même. Et ensuite pendant plusieurs de ses défilés elle lui a fait porter volontairement des manteaux rouges mais designés par elle, des manteaux Chanel, et elle a défilé très longtemps pour Coco Chanel, c'était une amie également d'après ce que j'ai pu
pu lire, elles avaient une correspondance assez fournie. Ensuite, Vera Valdez, elle a eu une carrière qui a un petit peu quitté le mannequinat, puis le mannequinat c'est pas forcément une carrière forcément très durable, mais elles sont restées en contact. La brésilienne va d'ailleurs redéfiler pour Coco Chanel sur un de ses derniers défilés, donc elle va la rappeler, alors même qu'elle n'a plus du tout l'âge pour faire partie, on va dire, des mannequins Chanel, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais le plus ouf, c'est que donc Vera Valdez, elle est brésilienne, elle va retourner vivre au Brésil pendant quelques années, elle va se faire arrêter une première fois pour possession de drogue dans son sac à main. Elle dira que ce n'était pas la sienne et qu'elle ne savait pas ce que ça faisait là, mais elle va aller une première fois en prison, elle va aller une seconde fois en prison. Alors dans les années 70 au Brésil, il va y avoir une dictature militaire extrêmement violente et elle va être plus ou moins mêlée à ça. On ne sait pas exactement trop ce qui s'est passé, est-ce que c'est les suites de cette affaire de drogue, est-ce qu'elle était liée à des groupes de personnes qui résistaient ou est-ce que c'est tombé sur elle par erreur, mais elle va être emprisonnée pendant plusieurs années, 5 à 7 ans, et subir de la torture. Elle finira par quitter le Brésil et revenir en France, où l'endroit où elle avait fait sa carrière de mannequin. Elle parle d'ailleurs assez bien français. Puis elle va s'acheter un appartement à Madrid où elle vit d'ailleurs encore aujourd'hui. C'est autour de 76-77 ans, donc à la toute fin de sa vie, qu'elle va se tourner vers le cinéma, notamment grâce à des connaissances communes. Elle avait déjà fait des tout petits rôles vraiment de figuration parce qu'elle travaillait à la costumerie, etc. Mais là, elle va faire un espèce de retour au cinéma, notamment dans ce film où il cherchait volontairement une femme âgée mais très belle avec une aura de mannequin, tout simplement parce que son personnage dans le film est une ancienne mannequin. En effet, si on se concentre sur l'histoire, on retrouve une mannequin, Susana, qui est, on va dire, un petit peu sur sa fin de carrière. Elle a 26 ans, donc elle est plutôt vieille pour une carrière de mannequinat. Elle habite à Paris, elle fait des shootings à Paris, mais elle a laissé derrière elle, en Espagne, sa grand-mère qui l'a élevée puisque ses parents sont morts très jeunes. Or, un jour, elle reçoit un appel, sa grand-mère a fait un AVC, donc une rupture cérébrale, une rupture d'un vaisseau dans le cerveau, et elle est hospitalisée, il faut qu'elle vienne d'urgence, elle abandonne tous ses contrats et elle vient rejoindre sa grand-mère qu'elle découvre grabataire, complètement perdue, sans repère, qui ne peut plus communiquer, donc vraiment en demande de soins. Elle va alors la ramener chez elle, où elle a grandi avec sa grand-mère, et essayer de s'occuper d'elle tout en cherchant parallèlement quelqu'un pour l'aider. Et il va y avoir de plus en plus d'événements étranges qui vont commencer à se dérouler autour de sa grand-mère. Elle a un comportement qui n'est pas normal, elle ne communique pas. Il y a des moments où elle semble paniquer, où elle semble fixer le vide, etc. Et petit à petit, Susana va commencer à se dire qu'il se passe quelque chose d'anormal et que sa grand-mère, il y a comme un souci, quoi. Et en plus, elle va découvrir des choses du passé qu'elle avait complètement oubliées en revenant dans cet appartement. Alors déjà, premier point super intéressant, ils ont vraiment utilisé des vraies photos de Vera Valdez, donc l'actrice de la grand-mère, lorsqu'elle était jeune, pour décorer l'appartement et pour montrer, on va dire, à quel point cette vieille femme regrette sa belle jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a par exemple un immense tableau mis en avant de très nombreuses fois dans le film, et c'est une vraie photo de la vraie carrière de Vera Valdez. Ça, j'ai trouvé ça super sympathique. Franchement, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé que c'était des détails qui sont hyper intéressants et qui rendent le film ultra vivant. Et deuxième chose, comme je vous l'ai dit, je trouve que la thématique qui est traitée est vraiment très intéressante. Ce côté, la prison que peut devenir le corps, même s'il a été magnifique, même si ça a été un outil splendide, la prison que peut devenir le corps quand on vieillit ou quand on se retrouve privé de mobilité et dépendant, c'est très inquiétant, très malaisant, et puis surtout, ça concerne tout le monde. C'est une thématique qui peut toucher tout spectateur, donc je trouve très intéressant de la traiter dans un film, surtout un film d'horreur. En plus, on retrouve la photographie de Paco Plaza qui est très propre mais très inquiétante, avec des décors où on joue généralement sur la symétrie, des décors où on joue sur le fait, vous savez, la personne se penche, on suit la personne qui se penche pour se laver, elle se redresse pour se regarder dans le miroir. Il y a tout un travail sur le miroir d'ailleurs, justement pour montrer le lien entre la grand-mère et sa petite fille et l'espèce de tension inquiétante qui va se créer tout au long du film. Donc il y a beaucoup de travail autour du miroir, il y a beaucoup de... En fait, ils utilisent beaucoup de leviers du cinéma d'horreur classique mais sans les activer. Ce qui fait que tu dis, ah, il va se passer quelque chose, ah non, ah, il va se passer quelque chose, ah non, vous savez, genre par exemple le personnage s'allonge et laisse sa main pendre du lit, tu te dis, mauvaise idée, dans un film d'horreur, faut pas laisser des trucs qui sortent de la couette, enfin on le sait tous, on a tous lu Chair de poule, et finalement il se passe pas grand chose. La nuit suivante, ah, peut-être qu'il va se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'il essaye vraiment de jouer sur les leviers classiques du film d'horreur pour essayer de susciter l'attention, et ça c'est vraiment très intéressant. En plus de ça, on a une belle photographie, un très beau décor, les costumes sont super beaux. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment intérêt porté aux costumes. Alors, ils sont pas beaux dans le sens où ils sont super fournis, super détaillés. Je trouve que le choix de cette ambiance mannequinat, ancienne mannequin, mode, raffinement de la mode, ressort vraiment beaucoup dans cet appartement, la façon dont il a été décoré. Au final, on est principalement dans un huis clos, puisque la jeune fille est enfermée et elle doit surveiller sa grand-mère H24. Donc on est quasiment dans un huis clos. Les seuls moments où elle sort, on a l'impression que c'est les seuls moments où elle respire et où on respire, puisque c'est les seuls moments où on sort de la tension malsaine de l'appartement et de cette présence malaisante et malsaine de la grand-mère dans toutes les pièces, parce qu'elle est tout le temps là.
Franchement, j'ai trouvé très intéressant l'image, la façon dont est montré le corps aussi, le corps vieillissant, qui est montré, pas sans pudeur, mais qui est montré tel qu'il est, sans amélioration. J'ai trouvé ça également très intéressant et très bien. Je veux dire, il n'y a pas de honte à montrer un corps vieillissant à l'image. On a tendance à souvent montrer des corps jeunes, sportifs à l'écran, mais il n'est pas gênant de nous montrer ce corps-là, d'autant que c'est la thématique qui est traitée dans le film. Donc je trouve ça bien qu'il soit allé jusqu'au bout. Vu que la thématique qui est traitée, c'est ce côté perte de soi, en fait, perte de l'image de soi, c'est vraiment ce que renvoie la grand-mère. Ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut avoir comme image, évidemment, en vieillissant, mais c'est vraiment l'image que renvoie la grand-mère, le fait qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils nous montrent le corps de la grand-mère, et le fait que Vera Valdez, ancienne mannequin, je pense que ça n'a pas dû être facile pour elle de vieillir, on le sait dans ce genre de milieu, le fait qu'elle accepte de montrer son corps tel qu'il est, je trouve ça aussi très intéressant. Donc, franchement, au niveau de l'image, c'est super, au niveau de l'histoire des thématiques choisies, c'est super, le casting est super intéressant, et je suis vraiment contente d'avoir découvert l'histoire de cette femme qui est juste ouf, je trouve, enfin, tout ce par quoi elle est passée dans sa vie, c'est assez incroyable, mais il y a un gros bémol. Ce gros bémol vient très principalement d'une scène qui pour moi ne devrait pas exister. Clairement, il y a une scène qui m'a gâché toute l'expérience cinématographique dans ce film, c'est la scène d'ouverture. C'est-à-dire qu'au début, avant de nous présenter Susanna, la petite fille, avant d'avoir toute l'histoire de la maladie de la grand-mère, on a une scène qui nous raconte tout. Voilà, donc en fait, il n'y a aucun mystère, aucune tension, aucun questionnement, aucun doute, c'est-à-dire toutes les choses qui pourraient créer l'angoisse et la peur n'existe pas dans le film à cause de cette scène en début de film où on nous explique tout, on nous montre tout. Tous les indices, tout ce qu'il y a à savoir, on le sait. Du coup, on sait exactement où va aller le film, il n'y a aucune surprise. Je ne comprends pas ce choix. Je ne comprends pas ce choix. Alors même que Paco Plaza a fait des films avec une vraie tension, un vrai questionnement qui a même été maintenu jusqu'au 2, c'est-à-dire que dans REC 1 par exemple, on n'a pas de réponse. Il faut attendre le 2 pour commencer à collecter de l'information. C'est hyper bien pour créer l'angoisse. Dans Véronica, c'est à la toute fin qu'on a vraiment, et encore, quelques réponses à nos questions, et ça reste très flou. Je ne comprends pas pourquoi il nous a fait cette scène d'ouverture. Je ne comprends pas. Pourquoi nous dévoiler ton jeu? Pourquoi dévoiler ton jeu dès le début du film? Où est l'intérêt? Il a tout cassé. Parce que le film, franchement, sinon, si on enlève cette scène qui présente tout au début, on va avoir une rythmique assez classique, mais qui crée l'angoisse. Jeune fille qui est à Paris, contact par téléphone avec une personne inconnue qu'elle appelle sa grand-mère. On ne sait pas à quoi elle ressemble. On apprend qu'elle a un accident. Stress. On découvre que la grand-mère, l'accident qu'elle a eu, c'est un accident cérébral, qu'elle se retrouve grabataire. On comprend qu'elle reste avec elle. Comportement étrange de la grand-mère. Bah c'est normal, elle est malade, il y a quelque chose qui va pas. Et tu sens qu'elle est pas bien dans son corps et que ça va pas. Comportement de plus en plus étrange, avec une escalade, avec des questionnements, avec des choses qui se passent, je ne vais pas vous en dire plus. La tension était là en fait, la tension était là, il y a quelques scènes qui sont terrifiantes. Alors bon, j'ai réalisé par la suite que certaines de ces scènes sont dévoilées dans la bande-annonce, stupide idée, mais bon, c'est pour ça que je regarde pas les bandes-annonces, les gars. Donc ne regardez pas la bande-annonce si vous ne l'avez pas vue, abstenez-vous. Voilà, si vous voulez voir le film, juste allez voir le film. La bande-annonce en dit beaucoup trop, mais il y a quelques scènes qui sont hyper flippantes. Sauf que toi, tu sais ce qui se passe. Voilà, tu sais tout ce qui se passe puisqu'on a eu une scène, limite il t'aurait mis une voix off au début pour t'expliquer tout ce qui allait se passer, c'était l'équivalent de cette scène qui tombait au début. Je suis désolée d'avoir à le dire, mais cette décision de mettre une scène qui explique tout le film et qui casse toute la tension et qui casse toute l'angoisse, je ne comprends pas. D'autant qu'en plus, on voit tout, donc c'est-à-dire qu'au niveau de la création d'angoisse, disons qu'il aurait fallu être plus subtil, mais c'est ce que je vous dis souvent pour les films d'horreur. Pour moi, l'horreur et le stress vient de la subtilité de la réalisation. Le film dont je vous ai parlé, The Power, qui était le dernier film d'horreur que j'étais allée voir au cinéma, il y avait quelque chose d'intéressant puisqu'on laissait l'histoire s'installer. La fin était un petit peu gâchée justement parce qu'on nous en montrait trop, mais dans la première partie on était vraiment subtil. C'est la subtilité, le fil très fin qui est tendu entre réalité et fiction, ce fil de doute, c'est ça qui crée l'angoisse et le malaise et le mal-être durant un film. C'est sur ça qu'il faut jouer quand on fait un film d'horreur. Tout nous dire au début, c'est clairement une mauvaise idée. En mettre trop à la fin et vouloir nous montrer la bébête, la créature, le méchant monstre, c'est pas non plus utile. Je pense au film Inside Use par exemple, qui est hyper intéressant. Inside Use, il est hyper intéressant. Et toute la thématique qui est développée, et le monde de l'autre côté, etc. Jusqu'à ce qu'on voit la grosse bébête rouge. Ah, une fois que t'as vu la grosse bébête rouge en pied, sur des plans longs, pas en express ou avec le doute, juste en pied sur des plans longs, ça gâche tout. Moi je trouve que ça gâche tout. C'est mon point de vue après, mais là où un film comme The Visit par exemple est un film super angoissant, traitant de la vieillesse, justement, parce que t'as le doute tout le temps, t'as le doute tout le film. Là, ça marche pas, et c'est vraiment dommage. Et j'ajouterais une dernière chose, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il a copié quelque chose qui existe déjà.
Il a copié un concept qui existait déjà dans le film Get Out, qui a eu un grand succès. Moi, m'a agacé parce que le film Get Out est également copié sur un film que j'apprécie personnellement énormément, qui est sorti il y a de nombreuses années maintenant, qui est le film La Porte des Secrets. La Porte des Secrets, je vous en ai déjà parlé dans mon top 10 horreur, enfin dans mon top Halloween que je vous avais fait en octobre dernier. La Porte des Secrets, c'est un de mes films d'horreur favoris. C'est un film qui est très méconnu et du coup, c'est un film qui a subi le fait de se faire copier assez tristement par des films qui ont fait un succès comme le film Get Out, qui a tout pompé sur La Porte des Secrets, hein, quasiment tout, clairement, vraiment. Et qui va aussi se retrouver, faire écho dans ce film Abuela. Je trouve ça vraiment dommage et je vous encourage du coup d'autant plus à aller découvrir le film La Porte des Secrets. C'est un film très intéressant, ultra flippant avec des scènes très marquantes. Alors c'est un film qui date. L'histoire et les personnages peuvent être assez clichés, enfin, surtout les personnages en réalité. L'histoire, bah... Oui, il y a des films qui ont copié par la suite, mais au moment où ce film était sorti, c'était hyper original et c'était très très différent ce qu'il proposait, mais... Franchement, donnez sa chance à La Porte des Secrets. Vous avez vu et aimé un film comme Get Out, si vous avez vu ou que vous irez voir Abuela et que vous aimez les thématiques abordées, vous avez du coup le film originel, celui qui a inspiré un petit peu tout ça, qui est La Porte des Secrets, et j'aimerais vraiment que ce film soit plus connu, donc voilà. C'est le dernier point, donc double bémol, petit 1, c'est cette scène de début qui gâche tout, et petit 2, le fait que l'histoire ne soit pas si originale que ça quand on y pense, puisqu'on va être quelque part entre le film The Visit et le film La Porte des Secrets, qui sont deux excellents films que je vous recommande par ailleurs. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis sur Abuela. Je vous recommande tout de même d'aller le voir au cinéma s'il vous intéresse. Il sort mercredi, donc dans 2 jours normalement, si vous voyez cette vidéo, le jour de sa sortie. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour nos échanges, je vous remercie pour vos abonnements. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour pouvoir être prévenu quand je sors des vidéos, quand je sors des shorts. Les shorts vont revenir d'ailleurs parce que bientôt j'aurai moins de travail au boulot, donc j'aurai du temps pour faire des vidéos bonus. Et également quand je mets des posts communautaires sur la chaîne, voilà. N'hésitez pas également à laisser des commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde du plus rapidement que je peux et du mieux que je peux. Dans tous les cas, je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages et nous on se dit à très très vite.